Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Le 23 juin, les Britanniques ont décidé de quitter l'Union européenne. Un choc, un séisme, car aucun pays de l'Union ne s'était jamais prononcé pour une sortie avant cela. Un séisme, car personne ne mesure encore les conséquences telluriques d'un tel événement. Quelles seront justement les conséquences pour le projet européen ? Eh bien, le gouvernement a souhaité faire une déclaration devant les sénateurs avant un débat. C'est ce que je vous propose d'écouter aujourd'hui. On a tout d'abord pu entendre Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères, qui a défendu la position officielle de la France, la position d'une sortie du Royaume-Uni la plus rapide possible. Et puis après Jean-Marc Ayrault, c'est un Jean-Pierre Raffarin particulièrement lyrique, particulièrement grave, qui a pris la parole. Je vous propose donc de suivre tout de suite ces débats et ces déclarations. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les sénateurs, dans le cadre de l'article 50 alinéa 1 de la Constitution, j'ai l'honneur de vous présenter l'intervention que le Premier ministre est actuellement en train de faire à l'Assemblée nationale. Mesdames, Messieurs les sénateurs, le choc est historique. Pour la première fois depuis le début de la construction européenne, un peuple a décidé de quitter l'Union. On croit toujours les choses acquises, que ce qui a été fait ne peut être défait. Combien de fois avons-nous entendu parler de l'irréversibilité de la construction européenne ? Les Britanniques se sont donc prononcés. Il faut respecter ce choix démocratique. Il s'impose à nous tous. Dès lors, l'alternative est simple. Soit on fait comme toujours, en évitant l'évidence, en essayant simplement de colmater les brèches, avec de petits arrangements, soit nous prenons enfin notre courage à deux mains et nous allons au fond des choses, nous faisons de ce choc un électrochoc. Car l'erreur historique serait de croire que ce référendum ne regarde que les Britanniques. Non, c'est de l'avenir de chacun des peuples de l'Union qu'il s'agit. Donc aussi et avant tout, celui du peuple français. C'est pourquoi le gouvernement a souhaité venir s'exprimer devant vous en plein accord avec le président de votre Assemblée. Parce que je crois profondément à l'Europe, je refuse que ce grand dessein dérive. Je refuse qu'il chavire et sombre, entraîné par le poids grandissant des populismes. Je refuse que nous cédions au fatalisme, au pessimisme. Je refuse que nous subissions. Pour cela, chacun doit s'interroger et surtout réinterroger ses certitudes, savoir se remettre en question. Je sais bien que certains diront que le résultat de ce référendum n'est pas surprenant. Après tout, le Royaume-Uni a toujours eu une relation particulière à l'Europe. Un pied dedans, un pied dehors, comme on a coutume parfois de le dire. Le vote de jeudi révèle sans doute et même certainement quelque chose de beaucoup plus profond. Ce vote montre aussi le malaise des peuples qui doutent de l'Europe, qui ne comprennent pas toujours ce qu'elle fait, ne voient pas aussi ce qu'elle leur apporte concrètement, et pour eux, l'Europe devient envahissante sur l'accessoire et absente sur l'essentiel. Pire, ils ont le sentiment qu'elle impose ses choix et joue contre ses intérêts. Pendant la campagne du référendum en Grande-Bretagne, le slogan des pro-Brexit, « reprendre le pouvoir », et dit, au fond, clairement les choses. Même si on connaît les raisons de ce slogan, l'usage qui en a été fait et les conséquences, pour autant, on ne peut l'ignorer. L'Europe se fera avec les peuples, sinon elle se disloquera. Et la France doit être à l'initiative. Justement, après ce constat, que faut-il faire ? Ma conviction, c'est que cette crise, comme toutes les crises, est l'occasion d'une grande transformation. Comme au cours de ces dernières années, chaque fois que l'essentiel est en jeu sur l'Europe, la France se doit de répondre présente. C'était vrai il y a un an, lorsqu'il a fallu sauver la Grèce et convaincre nos partenaires qu'elle devait rester dans la zone euro. Je n'oublie pas que certains voulaient sceller le destin de ce grand pays d'un revers de main.
Certains voulaient faire sortir un pays membre, oubliant le principe même de solidarité, et la suite des événements leur a donné tort. Même si tout n'a pas été réglé, ce pays, aujourd'hui, se porte mieux et en est notamment reconnaissant à la France. Sauver la Grèce, c'était déjà sauver l'Europe. Et il y a un an, la France, par la voix du chef de l'État, était dans son rôle. Et elle le sera une nouvelle fois aujourd'hui. Parce que nous sommes la France, un pays respecté, écouté, attendu, mais parce que nous sommes aussi, et c'est une responsabilité politique et morale, un pays fondateur de l'Europe. Parce qu'avec l'Allemagne, conscient de nos responsabilités, nous voulons l'Europe, notre horizon commun. Le président de la République l'a rappelé hier soir avec la chancelière allemande et le président du Conseil italien. Parce que nous savons que c'est l'union qui nous renforce et la désunion qui nous affaiblit. Je mets en garde ceux qui croient qu'on renforcera notre souveraineté nationale en tirant un trait sur l'Europe. Ceux qui pensent qu'on s'en sortira mieux dans la mondialisation, qu'on traitera mieux la crise migratoire, qu'on combattra mieux le terrorisme en agissant seul, en se privant d'appui dans le seul cadre de nos frontières nationales. Rien n'est plus faux. Être européen aujourd'hui et demain, c'est respecter le choix des peuples, mais c'est aussi vouloir peser sur le cours des choses, et chacun se rappelle de ces mots de François Mitterrand, « La France est notre patrie, l'Europe notre avenir ». Et donc être européen, ce n'est pas trahir la France, c'est en contraire l'aimer et la protéger. Depuis plusieurs jours, le président François Hollande est à l'initiative. Il a d'abord souhaité rencontrer les présidents des deux assemblées, puis les chefs des formations politiques représentées au Parlement français et au Parlement européen. Il s'est ensuite entretenu avec le président du Conseil européen et du Parlement européen, puis avec la chancelière allemande, le président du Conseil italien et nombre de ses homologues. En ce qui me concerne, et avec Harlem Désir, dès le 24 juin, j'ai participé au Conseil des affaires générales à Luxembourg où étaient présents les 28, dont la Grande-Bretagne. J'étais le lendemain à Berlin, à la réunion des pays fondateurs, hier à Prague avec le groupe de Visegrad, avec le secrétaire d'État aux affaires européennes. Je le disais, nous avons multiplié les contacts et nous continuons. J'aurais dit ce soir eu au téléphone chaque ministre des Affaires étrangères des 27. Et cet échange est attendu. Il est essentiel, comme j'ai eu un échange aussi ce matin avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Le chef de l'État, comme vous le savez, est aujourd'hui au Conseil européen. Il le sera demain. Et il y tiendra un discours de fermeté vis-à-vis des Britanniques. Non pas que nous voudrions les punir, ce serait absurde et irrespectueux vis-à-vis d'un grand peuple. La Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, restera un grand pays ami à qui nous devons tant. Dans 3 jours, nous célébrerons ensemble le centenaire de la bataille de la Somme et nous continuerons de coopérer, en particulier en matière de défense, de gestion migratoire et sur le plan économique. Mais l'Europe, elle a aussi besoin de clarté. Soit on décide d'en sortir, soit on reste dans l'Union. Et je comprends que le Royaume-Uni veuille défendre ses intérêts. Mais l'Europe doit aussi se battre pour les siens. Depuis janvier 2013, elle est suspendue à la décision britannique. Nous avons fait preuve de patience, de compréhension. Dorénavant, l'entre-deux, l'ambiguïté ne sont plus possibles. Parce que nous avons besoin de stabilité, notamment sur les marchés financiers. Ce n'est pas au Parti conservateur d'imposer son agenda. Soyons clairs, comme le Parlement européen l'a demandé ce matin, le Royaume-Uni doit activer le plus tôt possible la clause de retrait de l'Union européenne prévue dans le traité de Lisbonne pour éviter à chacun une incertitude qui serait préjudiciable et protéger l'intégrité de l'Union. Je cite le texte, il n'y a pas de temps à perdre, il s'agit de l'article 50, et tant que l'article 50 ne sera pas déclenché, eh bien, les Britanniques ne pourront se prévaloir d'un accès au marché unique. Il faudra alors respecter l'intégralité des règles, c'est-à-dire d'un membre à part entière de l'Union européenne avec ses droits et ses devoirs. Donc, je le disais, le président de la République
au nom de la France, tiendra un langage de fermeté, mais aussi un langage de vérité, car il faut réinventer et inventer une nouvelle Europe. Inventer, c'est-à-dire passer à une nouvelle grande étape. Il y a eu la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, puis pendant la guerre froide, la consolidation et l'élargissement. Nous avons accueilli de jeunes démocraties, je pense à la Grèce, l'Espagne, le Portugal. Après la chute du mur, nous avons œuvré à la réunification du continent. Les acquis historiques de la construction européenne, à laquelle la France a toujours pris une part essentielle, sont irremplaçables. Et la France est garante du maintien de ces acquis. Malgré la paix, malgré les formidables échanges économiques et culturels, malgré la création d'une monnaie unique à laquelle les Français sont attachés, une fracture s'est ouverte. Elle n'a cessé de grandir. Elle a des causes profondes. Ce n'est pas uniquement une question de normes tatillonnes, c'est aussi une question de souveraineté démocratique et d'identité. Car les peuples ont l'impression que l'Europe veut diluer ce qu'ils sont et que des siècles d'histoire ont façonné. Or, une Europe qui nierait les nations ferait simplement le lit des nationalismes. Ce modèle au-dessus des nations, niant la particularité de chacun, serait un échec, et certains ont laissé croire qu'il était le seul possible. Question de souveraineté et de démocratie aussi. Nous avons cru pouvoir agrandir à marche forcée, que les noms seraient oubliés grâce à plus d'Europe, que les référendums pourraient être contournés, que le rejet croissant de l'Europe se soignait uniquement par de la pédagogie. Avouons-le, depuis 2005, nous avons fui les vrais débats et nous avons laissé un boulevard à ceux qui exploitaient le malaise. Nous avons laissé les populismes proférer leurs mensonges et installer l'idée que construction européenne et souveraineté nationale étaient incompatibles. Nous devons reprendre la main, retrouver les sources de l'adhésion au projet européen et surtout réinventer les causes de l'adhésion. En répondant à ces questions, pourquoi sommes-nous européens? Quel est notre projet collectif? Quel intérêt avons-nous à être ensemble pour défendre quelles valeurs? L'Europe, c'est une culture, c'est une histoire commune, c'est la démocratie, c'est le continent de la conquête des libertés. Ce sont des valeurs partagées, l'égalité entre les femmes et les hommes, une exigence quant à la dignité de la personne, c'est l'aspiration à l'universalité, la défense de la nature et de la planète et un certain modèle du vivre ensemble et de cohésion sociale. Oui, chacun de nos pays a ses propres caractéristiques, mais seule une union peut les protéger face à la concurrence de pays continents. L'Europe, c'est notre interface avec le monde. Elle doit être une protection quand nous en avons besoin. Elle doit être aussi l'occasion de démultiplier nos forces, nous permettre de peser plus que si nous étions seuls. Tout cela, c'est le sens des initiatives que la France entend porter. D'abord, en mettant les enjeux de sécurité au cœur de l'Union. La menace terroriste, la crise migratoire mettent l'espace Schengen à l'épreuve. Nous devons en reprendre le contrôle. Dans un monde dangereux, si l'Europe ne protège pas, alors elle ne joue pas son rôle. Grâce à la France, beaucoup a déjà été fait. Le PNR européen, enfin, l'encadrement de la circulation des armes, mais il faut aller plus loin et vraiment maîtriser nos frontières extérieures, pas en sortant de Schengen, mais en agissant pour que les règles régissant cet espace soient appliquées fermement et pleinement. Oui, l'Europe a des frontières. Une frontière, ce n'est pas seulement une réalité matérielle, géographique, c'est aussi une réalité symbolique qui nous définit, qui dit ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas, qui dit où l'Europe commence et où elle s'arrête. L'Europe, ce n'est pas un ensemble indéfini. L'Europe doit également assumer un effort de défense digne de ce nom et être capable d'intervenir à l'extérieur. Et ce d'autant plus que les États-Unis se désengagent de plus en plus. Il ne faut donc plus hésiter. C'est d'abord cela que la France entend porter auprès de ses partenaires. L'Europe de demain doit être protectrice, et puis l'Europe doit mieux s'imposer en protégeant l'intérêt des Européens. Cessons une forme de naïveté. Les États tiers comme la Chine, l'Inde ou les États-Unis défendent bec et ongle leurs intérêts partout dans le monde. Et nous ne le ferions pas. Alors changeons d'état d'esprit dans tous les domaines économiques, industriels, financiers, commerciaux, agricoles, avec notamment la filière laitière, mais aussi culturelle, environnementale, sociale.
L'Europe ne doit plus être perçue comme le cheval de Troie de la mondialisation. Elle doit protéger ses intérêts, ses travailleurs, ses entreprises. Je pense par exemple au secteur de l'acier qui représente des milliers d'emplois en France et en Europe. Nous devons faire preuve de la même fermeté par la négociation du traité du TAFTA. Il faut dire les choses. Ce texte, aujourd'hui, ne fait droit à aucune de nos demandes, que ce soit sur l'accès aux marchés publics ou sur les indications géographiques. Elle n'est donc pas acceptable. Nous ne pouvons pas ouvrir plus grand les portes de notre marché aux entreprises américaines alors qu'elles continuent à barrer l'accès aux nôtres. Mesdames, Messieurs les sénateurs, l'Europe, c'est 8% de la population mondiale. Et pour conserver son rang, faire entendre sa voix, peser face aux grands ensembles, bâtir une relation forte avec l'Afrique, ce continent d'avenir, défendre son exception culturelle, elle doit s'affirmer comme la puissance qu'elle est, en s'en donnant tous les moyens. L'Europe, le président de la République l'a dit en des termes très forts dès vendredi, doit être une puissance qui décide souverainement de son destin. Pour cela, elle doit investir massivement pour la croissance et pour l'emploi, bâtir une stratégie industrielle dans les nouvelles technologies et la transition énergétique. Le plan Juncker est d'ores et déjà un succès. Rien qu'en France, il a permis de financer 4,5 milliards d'euros de projets. Mais il faut poursuivre, et notamment poursuivre l'harmonisation fiscale et sociale, et cela par le haut, pour donner à nos économies des règles et à nos concitoyens des garanties. Certains disent que c'est impossible. Mais enfin, ce que nous avons réussi pour le secret bancaire, pour un socle commun des droits sociaux, nous pouvons aussi le faire contre toutes les formes de dumping qui rongent le projet européen de l'intérieur, avec la mise en place d'un salaire minimum, avec la lutte contre la fraude au détachement des travailleurs. Cette fraude, c'est s'asseoir sur les règles les plus fondamentales des droits des salariés, rémunération, temps de travail, hébergement. Et l'Europe resterait impuissante? Non. Si on ne le fait pas, c'est un des piliers du traité de Rome, la libre circulation des travailleurs, qui sera balayée. C'est pourquoi il faut modifier en profondeur la directive de 1996. La Commission l'a proposé, à nous de l'adopter. Enfin, nous devons renforcer la zone euro et sa gouvernance démocratique. Dès le discours de politique générale, en avril 2014, j'avais demandé une BCE plus active. Beaucoup a été fait, le plus souvent à l'initiative de la France. La zone euro est plus puissante et résistante qu'en 2008, mais il doit y avoir plus de convergence entre les États membres et plus de légitimité dans les décisions prises. C'est pourquoi il faut à la fois un budget et un Parlement de la zone euro. Alors, avec quelle méthode? Il faut réinventer l'Europe. Il faut aussi une nouvelle manière de faire l'Europe. En donnant le sentiment d'intervenir partout, tout le temps, l'Europe s'est affaiblie. Elle doit être offensive là où son efficacité est utile, mais elle doit savoir s'effacer quand les compétences doivent rester au niveau national, voire régional. Le président Juncker en est convaincu en affirmant le principe de la subsidiarité, mais cette nouvelle philosophie est loin d'avoir pénétré tous les esprits à Bruxelles. Mesdames, Messieurs les sénateurs, il est grand temps de dépasser les oppositions stériles. L'Europe, ce n'est pas la fin des États. C'est l'exercice en commun des souverainetés nationales lorsque c'est plus efficace et lorsque les peuples le choisissent. Et comme l'avait déjà dit Jacques Delors en son temps, l'Europe est et doit être une fédération d'États-nations. Un exemple. Si la France s'est battue pour une mise en œuvre rapide des gardes aux frontières, c'est parce que nous savons que la souveraineté de notre pays, que la maîtrise opérationnelle de notre frontière doit commencer à Lesbos ou à Lampedusa. Il faut aussi une Europe qui décide vite et qui sait le faire lorsque, comme l'ont montré les négociations en un temps record du plan Juncker. Et s'il faut mener à quelques-uns ce que les 27 ne sont pas prêts à faire, alors faisons-le. Sortons des dogmes. L'Europe, ce n'est pas l'uniformité, il y a des différences. Enfin, le débat démocratique européen doit impérativement gagner en qualité. C'est aussi une leçon du scrutin britannique. À force de ne pas parler d'Europe, les populistes n'ont aucune difficulté à raconter n'importe quoi, à tromper, et c'est grave pour l'Europe, et c'est fatal pour la démocratie. L'Europe, ça ne peut pas être simplement les États qui rendent des comptes sur la gestion de leur budget.
Bien sûr, il faut des règles. La France les respecte, mais attention à cette image d'une Europe punitive acquise aux thèses ultralibérales et à l'austérité budgétaire. C'est cela que nos concitoyens rejettent. Et ils ne comprendraient pas si le seul message de la Commission dans les prochains jours était de sanctionner l'Espagne et le Portugal. Et la nation, c'est aussi sa représentation nationale. Elle doit avoir son mot à dire. Je souhaite donc que les instances européennes puissent rendre beaucoup plus compte de leur action devant les parlements nationaux, que les commissaires eux-mêmes viennent devant vous s'expliquer. Et je sais, Monsieur le Président, puisque vous l'avez dit dans votre entretien avec le Président de la République, que vous souhaitez que le Sénat saisisse pleinement les instruments de contrôle que l'Europe met à votre disposition. Le gouvernement souhaite bien évidemment associer au maximum le Parlement à ces questions et se tient, Monsieur le Président, à la disposition du Sénat pour toutes les initiatives que vous seriez amené à prendre. Il faut un changement de culture. Les affaires européennes sont des affaires intérieures. Beaucoup de propositions sont sur la table. Certains suggèrent une convention, une commission, un travail avec des sages. Certains n'ont que le mot référendum à la bouche. Bien sûr, il faut donner la parole au peuple, et le peuple français l'aura dans quelques mois. Mais soyons clairs, un référendum ne peut pas être le moyen de se débarrasser d'un problème, encore moins un moyen de régler des problèmes de politique interne. On a vu ce que cela donnait quand on jouait aux apprentis sorciers en Grande-Bretagne. Je veux être encore plus clair. Par le référendum, puisque je le cite volontiers, le Front national ne poursuit au fond qu'un seul objectif, qui est désormais dévoilé, faire sortir la France de l'Union européenne et donc de sa propre histoire et de son propre destin. Quelle triste ambition pour un parti qui se prétend patriote, mesdames et messieurs les sénateurs. Notre rôle de responsable politique n'est pas de suivre, mais d'éclairer, de montrer le chemin. La question qui se pose à la France n'est pas de sortir de l'Europe, mais de refonder le projet européen. Et je le dis, l'élection présidentielle sera le moment privilégié pour les citoyens de trancher ces débats. Mais je crois que dans ce moment, il faut également inventer des solutions nouvelles pour une co-construction avec les peuples autour de projets et de propositions. Je pense à l'exemple de la COP 21 qui a été particulièrement enrichissant en termes de méthode. Et j'ajouterai aussi que la COP 21 est le bon exemple pour ceux qui prétendent défendre les intérêts de la nation, que si nous avions négocié tout seul, la France, à l'échelle internationale, un accord pour le climat, croyez-vous que nous aurions été plus forts qu'à 28 ? La démonstration est faite que c'est parce que nous avons négocié à 28 que la France, avec l'Europe, a pesé. Mesdames, Messieurs les sénateurs, je conclus en rappelant qu'il faut associer, bien sûr, les citoyens davantage. Les parlements nationaux et européens ont leur rôle à jouer. Les parlements nationaux et donc vous-même devront se prononcer sur le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Vous le savez, il y a un débat. Certains voudraient que seul le Parlement européen se prononce. La position de la France est très claire. C'est les deux parlements, les parlements nationaux et le Parlement européen qui se prononceront. Il n'y a pas d'autre voie possible. Mesdames, Messieurs les sénateurs, il y a l'urgence à laquelle l'Europe doit faire face dès aujourd'hui, c'est créer les conditions les meilleures pour négocier, dans le cadre de l'article 50 du traité européen, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Mais c'est aussi de préparer l'avenir, c'est notre responsabilité commune. Merci, Mesdames, Messieurs les sénateurs, d'y contribuer par vos débats et vos interventions. Merci. Merci, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. La parole est maintenant au président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, Monsieur Jean-Pierre Raffarin. Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Mesdames, Messieurs les ministres,
Mes chers collègues, pour un Européen, le Brexit a d'abord été une immense tristesse et aussi une profonde inquiétude, mais au total nous impose une nécessaire détermination. Une profonde tristesse de voir l'actualité bousculer l'histoire, de mesurer le rejet du bilan de l'Europe. Combien de marathons, combien de sommets, combien de bilatérales, combien de séances du Parlement européen, combien de tout petits pas faits par des très grands hommes. Tout ça a été rejeté. Il y a, depuis 2 générations, des centaines et des centaines de dirigeants européens qui se sont impliqués. Et voilà, les erreurs ont condamné les acquis. Et nous sommes face à une réalité aujourd'hui inquiétante. La déconstruction de l'Europe est-elle engagée? D'évidence, mes chers collègues, l'affaiblissement de l'Europe, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment où tous les continents sont en train de s'organiser. Ce n'est pas le moment où des pays continents, la Chine, l'Inde, les États-Unis, le Brésil et beaucoup d'autres, et les pays émergents de l'Afrique, sont en train d'essayer de diriger la gouvernance du monde. C'est au moment où les pays continents assument leurs responsabilités dans le monde que nous, Européens, nous choisissons la voie de la déconstruction. Et plus grave peut-être encore, croyez-vous que notre ennemi numéro 1, le terrorisme, ne se réjouisse pas de nous voir aujourd'hui affaiblis, fragilisés? Ce n'est vraiment pas le moment d'affaiblir notre continent. Ce n'est pas le moment de nous diviser. Nous le savons bien, la force passe nécessairement par le rassemblement. Si l'Europe est mortelle, chers amis, ça veut dire que la guerre n'est pas impossible. C'est ça la vérité qui est devant nous aujourd'hui. Si l'Europe est mortelle, la guerre n'est plus impossible. Alors, quelles sont les responsabilités? Bien évidemment, n'accusons pas le peuple anglais. La démocratie aussi est très fragile, nous le voyons ici même. Les Européens, les pro-européens, ceux parmi lesquels je me sens, ces Européens ne sont pas innocents de ce malaise. Ils n'ont pas su ni réformer, ni convaincre. La réalité pour les peuples, c'est que Lisbonne n'a pas changé Maastricht. Et si nous sommes aujourd'hui dans cette réalité, c'est qu'au fond, malgré les efforts, les réformes constitutionnelles que nous avons inventées, quand on a décidé de faire en sorte que le président de la Commission soit nommé par le Parlement, comme beaucoup de premiers ministres le sont dans l'Union européenne, cela n'a pas suffi pour convaincre l'opinion publique que la construction européenne avait des fondements démocratiques. Dans cette situation, comme disait Saint-Exupéry, il ne faut pas être responsable et désespéré. Puisque nous sommes responsables, il nous faut être déterminés pour engager cette refondation. Il faut le faire sans perdre de temps. Vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, il faut aller vite. Quelles sont les nécessités de la refondation? D'abord, choisir le langage de la vérité. Il y a beaucoup de mensonges sur l'Europe. Le premier mensonge des responsables politiques partout dans l'Union européenne, c'est de ne pas assumer. L'Europe, c'est nous. L'Europe, ce n'est pas les autres. Et quand un ministre de l'Agriculture perd un arbitrage, ce n'est pas la faute des arbitres, c'est la faute de nos propres responsabilités. Et ça, c'est vrai pour la droite comme pour la gauche. L'Europe, c'est nous. Et quand on négocie mal l'organisation, par exemple, de la Direction générale de l'agriculture à Bruxelles, il ne faut pas s'étonner qu'ensuite on puisse perdre des arbitrages en matière agricole. Mais ça, c'est une responsabilité qui est une responsabilité politique. N'allons pas chercher les technocrates, n'allons pas chercher la bureaucratie. La bureaucratie, ce n'est que l'expression de la faiblesse de la politique. Et l'Europe, elle n'est pas assumée par les politiques. Et c'est une responsabilité collective. Assumons cette construction européenne. C'est une première vérité. L'Europe, c'est nous. Deuxième vérité, l'élargissement, dans cette situation, nous est interdit. Nous ne pouvons pas aujourd'hui élargir l'Europe dans la situation d'affaiblissement dans laquelle nous nous trouvons. Alors cessons de faire rêver la Turquie à une éventuelle adhésion à l'Union européenne. Non! L'Europe ne peut pas s'élargir.
Non, l'Europe doit se conforter. Non, l'Europe, aujourd'hui, doit penser à l'intérieur de ses frontières à une vie organisée, harmonieuse, avant de penser à quelque élargissement que ce soit. Troisième contre-vérité, l'Europe n'est pas fédérale, c'est une coopérative. Et le pouvoir en Europe n'est pas celui qui a la plus grande créativité, n'est pas celui qui va imaginer la plus grande proposition. Le pouvoir est à celui qui est capable de faire partager par les autres ses propres propositions. Ce n'est pas un pouvoir déclaratif, c'est un pouvoir d'influence. Là est le talent, savoir rassembler. C'est cela, ce langage de vérité qu'il nous faut tenir. Et donc il ne faut pas dire « je vais à Bruxelles pour tenir un discours, ceci ou cela ». Non. Qu'est-ce que disent les Allemands? Qu'est-ce que disent les Italiens? Qu'est-ce que disent les autres? Qu'est-ce que vous avez fait pour convaincre? C'est cette capacité-là qui est celle qui offre un véritable levier pour faire bouger l'Europe. Quelle est notre vision de l'Europe? Je crois qu'au fond, dans ce pays, apparaît assez clairement, à la suite de nombreux débats, encore faudrait-il peut-être l'approfondir, ce débat, mais apparaît une vision assez claire. On pourrait appeler ça l'Europe des cercles et des piliers. Il va falloir conclure. L'Europe des cercles et des piliers. Les cercles, c'est l'Europe des trois espaces. Le cercle des fondateurs, le cercle de l'euro, le cercle de la grande Europe avec les grands partenaires comme la Russie ou la Turquie, c'est-à-dire une Europe du voisinage. Mais le cercle de l'euro, celui qui est le plus coopératif. Et Monsieur le Président, toutes ces visions-là d'une Europe qui serait une Europe espace en trois cercles, mais d'une Europe puissance avec des compétences définies en fonction de priorités. Et tout ce qui n'est pas dans les priorités est renvoyé à l'État-nation. C'est cela, aujourd'hui, ce principe de subsidiarité qu'il faut pouvoir révoquer. Si tout cela est possible, il y a un chemin à prendre. Ce chemin, il est à prendre avec les Allemands. À la fois, naturellement, pour partager une vision, et à la fois, Monsieur le Président, pour pouvoir faire en sorte que nous ayons nous-mêmes un rapport franco-allemand qui ne soit pas celui de la vacuité, mais qui soit au contraire celui de l'imagination. Et pour terminer, excusez-moi, mais je vous permets de vous citer le plus européen de tous les pictos charentais. C'est Jean Monnet qui disait « Ce qui est le plus important aujourd'hui, ce n'est pas d'être optimiste, ce n'est pas d'être pessimiste, c'est d'être déterminé. » Merci. Merci pour la détermination. La parole est maintenant au président Jean Bizet, président de la Commission pour l'Union européenne du Sénat. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et du Développement international, Mesdames, Messieurs, chers amis, le peuple britannique a donc choisi la sortie de l'Union européenne. Ce résultat est un choc pour tous ceux qui croient en l'idée européenne. Il démontre cruellement le manque d'un leadership européen marqué notamment par la faiblesse du couple franco-allemand. Le Royaume-Uni se prépare ainsi un difficile chemin. Il devra maintenir sa cohésion en surmontant la fracture générationnelle et territoriale que révèle le scrutin du 23 juin. Il devra négocier les termes d'un partenariat avec l'Union européenne dans un nouveau statut qui sera celui d'un pays tiers. L'Union doit engager rapidement cette négociation dont le déclenchement relève de la Grande-Bretagne et d'elle seule. Elle ne doit pas être l'otage des débats politiques internes à un pays qui a choisi de la quitter. Elle doit travailler à un partenariat nouveau qui puisse fonctionner correctement à partir d'intérêts communs bien identifiés. Tirons-nous aussi tous les enseignements du vote du 23 juin. En clair, il faut refonder l'Union européenne sur de nouvelles bases. La sortie du Royaume-Uni rend cette exigence d'autant plus forte. Il est donc désormais urgent d'adresser 4 messages essentiels au peuple européen. Premier message, mettre un frein, comme l'a dit tout à l'heure le président Raffarin, mettre un frein à l'élargissement et sécuriser concrètement les frontières. Nous voulons un Schengen de deuxième génération qui assure cette sécurité et n'hésite pas à suspendre les États défaillants. Nous devons construire des partenariats efficaces
au sud avec la Turquie sur la question migratoire, à l'est avec la Russie en valorisant nos intérêts économiques réciproques. Second message, recentrer l'Europe autour d'un noyau dur ouvert d'États membres déterminés à aller de l'avant. Le couple franco-allemand doit en être le moteur. Il est malheureusement aujourd'hui en panne. Il est impératif de le relancer. Nos deux pays doivent précisément montrer la voie en construisant l'union de l'énergie par la mutualisation des coûts et le partage des réseaux, en bâtissant le marché unique du numérique avec une Europe productrice et pas seulement consommatrice, en affirmant l'ingénierie financière européenne, la City, avouons-le, étant désormais hors de l'Union, et ceci à partir de l'excellence des places de Paris et Francfort. Troisième message, mettre en œuvre les priorités stratégiques innovantes du plan Juncker, l'industrie créatrice de richesses et d'emplois, l'énergie, qui est une composante fondamentale pour notre compétitivité, et le numérique, qui est précisément au cœur de toute activité du XXIe siècle. C'est une union centrée sur l'essentiel dont nous avons besoin. La relance de l'investissement doit être une priorité. Nous avons carrément besoin, n'ayons pas peur des mots, d'un fonds souverain européen qui serait tout simplement le fonds Juncker de deuxième génération. Nous devons bâtir une nouvelle politique commune en intégrant la nouvelle géopolitique alimentaire qu'elle peut justement comporter. Enfin, le quatrième message, il faut redonner aux parlements nationaux toute latitude de décider des normes relatives à la vie quotidienne de nos concitoyens, en affirmant le principe de subsidiarité, en faisant de la simplification le fil directeur de notre action commune. Dans un monde globalisé face à des États, de vrais États continents, les replis nationaux ne sont pas la bonne réponse. Nous voulons une Europe puissance qui s'affirme sur la scène internationale. Cette Europe puissance doit se doter d'une capacité de défense au sens propre et figuré. Elle doit négocier des accords commerciaux sur la base d'un cahier des charges précis, je dirais ex ante, ce qui relativise la pertinence du concept du traité mixte, puisque précisément ils seront négociés au préalable, les parlements nationaux devant pouvoir en débattre et fixer des lignes rouges précisément dès le départ. Ne restons pas, enfin, sans réagir face à l'extraterritorialité des lois américaines, contraires au droit international. Utilisons tous nos instruments de défense, opposons un Buy European Act au Buy American Act. Si nos partenaires commerciaux ne respectent pas leurs engagements, alors appliquons des clauses de sauvegarde pour préserver nos intérêts, et ceci avec rapidité. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, l'histoire au travers du Brexit vient de donner une nouvelle chance à l'Europe. Saisissons-la, réinventons l'Europe, réenchantons l'Europe. À défaut, elle sortira de l'histoire et la France avec. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Dans la suite de notre débat, la parole est aux orateurs des groupes. Et d'abord, le président Didier Guillaume pour le groupe socialiste et républicain, et pour 10 minutes. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. C'est la 4e fois en un an que nous nous retrouvons ici en débat dans cet hémicycle, après une déclaration du gouvernement sur un sujet européen. On pourrait s'en réjouir et se dire qu'il y a une poussée d'intérêt pour l'Europe, mais force est de constater que si cela avait été ça aurait été heureux. La multiplication, l'accélération des crises dans notre union continentale nous amène à nouveau aujourd'hui à discuter et à débattre. Après la crise de l'euro et l'action pour faire rester la Grèce dans l'euro, et je veux saluer l'action du président de la République, François Hollande, et du gouvernement français, qui ont contribué, alors que certains à l'époque voulaient le Grexit, la France a toujours dit non.
la place de la Grèce et dans l'Europe et dans l'euro. Après la recherche d'une solution sur les réfugiés, et il y a encore beaucoup de travail, nous voici aujourd'hui confrontés à une première historique pour l'Europe, un divorce entre notre communauté européenne et l'un de ses membres. Cette nouvelle difficulté est sans doute la plus ardue et il faut la surmonter. C'est de notre responsabilité collective, à nous les Français, à nous les Européens, à la France et à tous les pays d'Europe. Oui, cette rupture, mes chers collègues, ne vient pas de nulle part. Peu la formulaient avant la convocation du référendum britannique, mais beaucoup la craignaient. Beaucoup pensaient que cela allait arriver, et voilà, nous y sommes. Cette rupture entre l'Europe et l'un de ses peuples intervient comme le point d'orgue, je le disais à l'instant, d'une multiplication des crises européennes. Bien sûr, il y a eu la crise économique qui a entraîné dans son sillage la crise des dettes souveraines après 2008, mais les difficultés de l'Europe avec les peuples avaient commencé bien avant. De la peur de davantage d'intégration dans les années 90 à la crainte d'un projet trop vertical en 2005, les signes de défiance des peuples envers l'Europe étaient nombreux, les réponses ont été trop courtes, et même lorsque le peuple français a voté, il n'a pas été tenu compte de son souhait. Nous sommes tous comptables de cette situation, les rivalités politiciennes nationales prenant souvent le pas sur le reste, le statu quo devient souvent le point d'arrivée des débats européens. Et pendant ce temps, les voix eurosceptiques de toute provenance se sont renforcées en Europe, les nationalismes ont pris confiance. Le débat qui s'est déroulé il y a quelques jours maintenant au Royaume-Uni en a été le témoignage vivant. Racisme et xénophobie à tous les étages, slogans réducteurs et fausses pistes de sortie inquiètent aujourd'hui les Britanniques, y compris ceux qui ont voté pour la sortie. Ces crises européennes traduisent douloureusement une certaine absence de projet européen. Et lorsque nous disons cela, lorsque notre groupe dit ça, je sais que ça hérisse le poil à beaucoup d'entre nous, à beaucoup d'entre vous, qui sommes des Européens convaincus. Mais reconnaissons qu'au-delà des champs économiques et monétaires, au-delà de la question du marché, donc, nous avons échoué à construire une véritable société européenne. David Cameron a d'ailleurs dit vendredi matin, il a qualifié les Britanniques de nation de marchands. C'est une ironie de l'histoire que ce soit les marchands qui quittent les premiers une communauté tournée vers le marché. Et ce n'est pas qu'une ironie, c'est aussi le symbole que l'Europe, que nous tous, nous n'avons pas su apporter plus que ce marché. Cette faillite doit être constatée aujourd'hui pour mieux préparer demain, après la sortie du Royaume-Uni, parce que oui, le Royaume-Uni doit quitter l'Europe. Après ce référendum, après cette séparation, après ce divorce, il faut se tourner vers la famille. Et la famille, c'est l'Europe. Ce qui reste, cette famille doit rester soudée, unie et affirmer 3 principes. Le peuple britannique est un peuple ami et le restera. Le Royaume-Uni est un pays ami et le restera. Mais quand on divorce, on quitte la maison commune immédiatement pour habiter peut-être à côté, mais en tout cas pas sous le même toit, parce que sans cela, personne ne le comprendrait. Et que ça plaise ou pas, le peuple a toujours raison. Oui, le peuple britannique a voté, le peuple britannique a décidé, a souhaité quitter l'Europe. La priorité doit donc désormais aujourd'hui d'organiser cette sortie. Elle ne doit pas traîner au-delà de ce que prévoit l'article 50 du traité de Lisbonne. La sortie britannique est un enjeu de respect démocratique, mais pas seulement. Elle est aussi impérative pour sortir d'une zone d'incertitude qui pénaliserait les Européens et les Britanniques. Ceux qui voudraient aujourd'hui retarder la sortie sont d'ailleurs ceux qui ont parfois demandé cette sortie. Il n'est pas acceptable que les Anglais se retirent des contraintes, mais gardent les avantages communautaires. Quand on quitte l'Europe, on n'a plus de commissaires européens, on n'a plus de députés européens, on ne touche plus les aides de la PAC et on est un pays comme un autre, un pays ami, mais il faut que cela soit clair. Aussi, la deuxième question qui fait suite au Brexit, quand il sera effectif, est donc celle du projet européen.
Et s'il a failli, il peut repartir. Les orateurs précédents l'ont évoqué. Le chef de l'État a esquissé ce week-end les contours, il l'a fait d'ailleurs depuis plusieurs semaines, mais très clairement ce week-end. Et les priorités qu'il a fixées dans les discussions avec la chancelière, avec l'ensemble des présidents qui vont se dérouler dans les jours qui viennent, c'est des politiques européennes pour la sécurité et la défense, pour l'investissement dans les nouvelles technologies, pour la jeunesse, pour l'harmonisation fiscale et sociale, pour le renforcement de cette gouvernance. Cette trajectoire, elle est essentielle, non pas qu'il faille effacer ce qui s'est passé jusque-là, mais tirer les conclusions et les conséquences, non pas uniquement du référendum britannique, mais en nous disant clairement qu'aujourd'hui, si on veut que cette Europe soit mieux comprise, alors il faut qu'elle soit plus efficace et plus tournée vers les peuples. Alors ensemble, nous avons cet objectif de bâtir une Europe plus forte, une Europe plus solidaire, mais une Europe qui, parallèlement, fasse progresser chacune de nos nations. Pour ces orientations, nous soutenons le président de la République française, le gouvernement, vous, monsieur le ministre Jean-Marc Ayrault, et donc la France. Et tous les discours, quelles que soient nos sensibilités politiques, qui abaisseraient, qui rabaisseraient la France, participeraient du dénigrement et l'affaibliraient dans la discussion internationale européenne. Il est temps, oui, il est temps que l'Europe retourne et reparle aux citoyens. Le projet que nous devons bâtir maintenant est celui d'une transformation européenne qui nous fasse passer de l'Europe du marché à l'Europe du citoyen, un projet qui doit être celui de l'Europe qui écoute les citoyens. Mais il faudra aussi investir, en investissant cet espace démocratique, il sera impératif que l'Europe se simplifie, que l'Europe simplifie son fonctionnement, qu'elle porte des projets qui aient un sens pour les citoyens. Nos concitoyens, j'en suis persuadé, aiment l'Europe. Les Français et les Européens, dans leur grande majorité, savent ce que l'Europe leur a apporté en termes de paix, d'ouverture culturelle, d'échanges. Et tous les jeunes qui ont échangé dans les jumelages après la Seconde Guerre mondiale savent que cette Europe-là est l'Europe de leur futur et l'Europe de leur vie, et ils y vivent à l'intérieur. Mais ils ne comprennent plus, parfois, cette Europe-là qui est aux commandes. Et le rôle des politiques, le rôle des gouvernants est de faire en sorte que leur prédominance soit là face à la technocratie et face à la technostructure européenne. Le moment est important. 60 ans de construction européenne ne doivent pas tomber par la sortie d'un seul membre. Il y a eu, à mon sens, 2 événements importants dans cette construction européenne. Ça a été novembre 89, la responsabilité historique d'Helmut Kohl, un grand Européen, qui a compris que pour que l'Allemagne soit plus forte, elle devait se réunir, et pour que l'Allemagne soit plus forte, le peuple allemand devait se réunir en gommant, en effaçant cette histoire-là. Il a rendu l'Allemagne plus forte. Ça a coûté cher à l'Allemagne, mais il a eu le courage de le faire sans démagogie, sans populisme. Helmut Kohl restera comme un grand homme, celui de la réunification. Et puis il restera aussi une autre date, une date beaucoup plus négative. C'est celle de juin 1996 et la responsabilité de David Cameron, qui n'a pas eu de vision prospective pour l'Europe, mais qui a eu une vision politicienne à des fins d'élections internes. Il aura réussi à diviser le peuple britannique et peut-être à diviser ce royaume, à diviser ce grand pays, et il portera peut-être, dans les années qui viennent, une lourde responsabilité de ce qui se sera passé dans notre continent. Alors, mes chers collègues, il faut surmonter ce défi économique, social, culturel, politique. Je suis certain que notre pays, que nous toutes et nous tous, malgré nos divergences, malgré nos sensibilités différentes, avons la capacité à surmonter cette étape en ouvrant un grand débat sur le projet européen que nous souhaitons. Et il faut que ce projet soit clair. Le ministre des Affaires étrangères l'a dit tout à l'heure. Le débat aura lieu dans les mois qui viennent pour l'élection présidentielle et chacun devra apporter ses orientations en ouvrant un grand débat sur le projet européen que nous souhaitons, en intégrant les citoyens à la décision, en redonnant du souffle à l'Europe par un projet porteur d'espoir. Il ne s'agit pas d'être négatif, il ne s'agit pas d'être pessimiste, il s'agit d'être réaliste. Aujourd'hui, comme cela s'est déjà passé, l'Europe traverse une zone de turbulence. À nous de faire en sorte que cette zone de turbulence soit passée, non pas pour nous, non pas uniquement pour nos pays, mais pour les peuples d'Europe qui doutent. Et si nous voulons que les peuples d'Europe, comme le peuple de France, reprennent confiance en la politique, reprennent confiance en ceux qui les gouvernent,
ça passera aussi par le respect de la parole, mais ça passera surtout par le tracé des perspectives pour un grand marché commun européen, celui de la paix et de la prospérité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant à notre collègue André Gattolin pour 10 minutes. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Jeudi soir, après une campagne excessivement instrumentalisée à des fins de politique intérieure, 52% des Britanniques ont pris la lourde décision de quitter l'Union européenne. C'est un choix démocratique que nous respectons et qui doit aujourd'hui être mis en œuvre à travers une activation rapide de l'article 50 du TUE. Car après ce coup sans précédent porté à une Union européenne déjà bien mal en point, il ne faudrait pas que de longues et tortueuses négociations sur les modalités de sortie viennent accaparer nos diplomaties respectives et paralyser les institutions européennes pendant au moins 2 ans, ce précisément à un moment où il est désormais urgent, et je dirais même vital, d'engager un véritable débat de fond sur l'indispensable renouveau du projet européen. L'heure est donc grave, pas seulement pour les Britanniques, mais pour l'ensemble de l'Union et de ses citoyens. Cependant, s'il y a au moins un aspect salutaire dans cette affaire, c'est que tous nos responsables politiques nationaux parlent enfin de l'Europe et qu'à un an et moins de l'élection présidentielle, cette question figure désormais en haut de leur agenda politique. Face à cette crise inédite, il est plus que jamais urgent de nous interroger sur notre responsabilité collective en tant qu'État membre dans cette lente mais constante dérive de l'idée européenne. Nous avons effectivement dessiné, je crois, les prémices possibles d'un rejet citoyen du projet européen lorsque nous nous sommes orientés tête baissée et presque exclusivement vers un grand marché unique et vers une austérité accrue qui a surtout accentué les inégalités sociales en Europe. Nous les avons aussi dessinés lorsque nous n'avons pas eu le courage de doter l'Union d'un budget suffisamment ambitieux. Alors que nous demandons sans cesse et chaque jour à l'Europe de prendre en charge de nouvelles missions, ses ressources sont limitées à 1% du produit intérieur brut de l'Union et désormais presque exclusivement alimentées par des contributions nationales qui font l'objet d'un marchandage toujours plus âpre quant au retour attendu par chaque État membre. De surcroît, l'abaissement continu qui s'est produit des droits de douane à l'entrée de l'Union au cours des 20 dernières années a drastiquement diminué nos ressources propres. Alors, Monsieur le Ministre, comment construire une Europe solidaire qui protège et qui investit avec aussi peu de moyens pour agir? Car en général, c'est lorsqu'une crise surgit et que nous ne parvenons pas à la résoudre à l'échelle nationale que nous nous tournons soudainement et en urgence vers l'Europe. Mais comme c'est le cas dans le cas récent de la crise des réfugiés, à défaut de prévention et de solidarité, la réponse qui est alors donnée est chaotique et désordonnée. Or, le sens fondamental du projet européen, c'est précisément de se projeter, d'anticiper ensemble les défis à affronter. Si cette responsabilité collective de l'Europe est indéniable, elle ne doit pas faire oublier la responsabilité aussi de notre pays, la France, membre fondateur de l'Union et seconde puissance européenne. À ce titre, quelles propositions fortes avons-nous portées auprès de nos collègues européens au cours des 10 dernières années? Et plus prosaïquement, Monsieur le Ministre, que reste-t-il désormais de notre influence réelle au sein des institutions européennes? Nous avons laissé, et ça ne date pas d'hier, ça date d'au moins 10-15 ans, laisser se déliter la relation franco-allemande qui a longtemps constitué le moteur de l'Union. La réalité, aujourd'hui, à un moment où nous devrions agir de concert pour un véritable sursaut de l'Europe, c'est que nous avons bien du mal à nous entendre et à nous comprendre. Un peu à l'instar de nos amis britanniques, nous, Français, nous drapons volontiers dans la grandeur de notre passé national sans reconnaître aujourd'hui notre profonde dépendance aux autres.
France, 5e puissance mondiale. C'est par cette ritournelle illusoire que presque tous les prétendants à l'élection présidentielle aiguisent l'imaginaire politique des électeurs sans oser dire que nous ne devons notre maintien à ce rang fragile dans la hiérarchie mondiale que grâce à notre appartenance à l'Union et ce qu'elle nous a apporté au cours des dernières décennies. Ritournelle illusoire aussi, parce que la réalité qui s'annonce et que nous cachons très pudiquement à nos concitoyens, c'est que, à l'horizon de 2050 au plus tard, plus aucun pays européen, pas même l'Allemagne, ne figurera parmi les 20 premières puissances de la planète. Alors de la montée en puissance de pays qui n'ont plus d'émergents que le nom, comment pouvons-nous penser l'avenir de notre pays sans penser l'échelle européenne, la seule susceptible d'imposer une véritable régulation dans un processus de mondialisation effrénée? Les fondements actuels de la crise de l'Union ne sont pas le seul fait du Brexit, qui n'en est aujourd'hui en fait que le révélateur. Ces fondements remontent en réalité à une vingtaine d'années, lorsqu'à défaut de nous doter d'une vision politique commune, appuyée sur une véritable gouvernance démocratique, nous avons choisi de nous limiter à la construction d'un grand marché unique que nous avons largement délégué à une Commission européenne empreinte en la matière d'un dogmatisme néolibéral totalement suranné. Celle-ci s'est en effet érigée en négociatrice exclusive d'une multitude de traités bilatéraux et, à défaut de favoriser l'émergence d'une vigoureuse politique industrielle européenne, elle préfère plutôt développer une insensée politique de la concurrence, y compris dans les secteurs les plus stratégiques pour notre économie. Car avec les règles qui ont cours aujourd'hui, la création d'Airbus, heureusement bien antérieure, n'aurait sans doute jamais pu voir le jour. Ce sont ces mêmes règles qui, aujourd'hui, entravent l'émergence d'une véritable industrie européenne du numérique et d'un grand plan d'investissement en faveur de la nécessaire transition énergétique de nos économies. Car il faut bien le dire, dans ces deux domaines et dans bien d'autres, nos concurrents nord-américains et asiatiques sont loin d'avoir la même retenue, en recourant parfois de manière massive à l'aide publique pour stimuler leur économie. Alors, conscient que cette politique est devenue hors sol, le vice-chancelier allemand, M. Sigmar Gabriel, et le président du Parlement européen, M. Martin Schulz, ont proposé vendredi dernier de transformer la Commission européenne en un véritable gouvernement et surtout de le placer sous le contrôle démocratique de deux chambres, à savoir le Parlement européen et une assemblée qui représenterait les États membres. Monsieur le ministre, comment le gouvernement français accueille-t-il cette proposition ? Par ailleurs, et compte tenu des griefs croissants des citoyens européens à l'encontre des accords commerciaux bilatéraux dont les négociations restent conduites dans une très grande opacité par la Commission, ne pensez-vous pas urgent de réclamer immédiatement un moratoire sur ces traités en cours et en prévision, le temps au moins d'en repenser les finalités et les modalités ? Au-delà de ces questions de nature économique, la relance et la cohérence du projet européen doivent parallèlement passer par d'autres initiatives visant à rendre l'Union plus solidaire et plus proche des préoccupations des citoyens. Il faut bien évidemment avancer à marche forcée vers une harmonisation des règles fiscales et sociales au sein de l'Union, afin que certains États membres cessent de capter indûment une bonne partie de la richesse produite sur le territoire de l'Union. Car, il faut bien le dire, il est pour le moins paradoxal de constater aujourd'hui qu'une partie des pays jugés parmi les plus vertueux en matière de respect des critères de convergence budgétaire s'adonnent à des pratiques fiscales qui n'ont rien de respectable au regard de l'intérêt général européen. D'aucuns proposent également un renforcement significatif de la politique de sécurité et de défense commune pour faire face aux crises externes et internes que nous affrontons. Pourquoi pas? Mais cette question appelle de nombreux débats, notamment celui de ne pas sombrer dans une politique répressive sans respect de nos principes d'accueil et surtout sans la mise en œuvre en amont d'une véritable politique d'aide au développement et de prévention des conflits dans les zones à risque. Mais le problème majeur de toutes ces belles propositions et qui fleurissent aujourd'hui et depuis quelques jours, c'est qu'elles supposent, pour pouvoir entrer en action, de passer outre la fameuse règle de l'unanimité des États membres qui aujourd'hui
à 27 comme hier à 28, constitue un véritable verrou qui bloque toute possibilité de changement. La grande difficulté de l'Union européenne, c'est que l'essentiel de ses institutions et de ses modes de fonctionnement a été conçu à une époque de prospérité pour 6 ou 10 États et à une époque où la mondialisation et la conjonction des crises n'avaient pas la même intensité qu'aujourd'hui. Alors le saut en avant de l'Europe est inévitable et si nous ne voulons pas périr dans le processus de composition qui s'est amorcé, il faut agir vite et fort. Mais ce saut ne pourra s'opérer qu'avec l'agrément de nos concitoyens, quitte à devoir entériner au passage le principe d'une Europe à plusieurs vitesses. Mais cela n'aurait aucun sens aujourd'hui, je crois, de soumettre la question européenne à référendum sans qu'un tel projet renouvelé n'ait été sérieusement discuté et élaboré au préalable. L'idée de lancer un processus constituant tel qu'il a été proposé par les écologistes me paraît être le bon. Nous espérons, Monsieur le Ministre, que le gouvernement de la France saura, en la matière, prendre toutes ses responsabilités. Je vous remercie. Merci. Mon cher collègue, la parole est à notre collègue Philippe Adnot. Pour le rassemblement des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe et pour 3 minutes. Vous avez la parole, Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, le Royaume-Uni va peut-être demander à sortir de l'Europe dans la foulée du référendum. Je dis peut-être parce que hier soir, j'étais avec un chef d'entreprise irlandais qui me racontait qu'ils étaient obligés d'embaucher beaucoup de monde pour faire en sorte que les doubles passeports puissent éventuellement se préparer à d'éventuelles difficultés. Et nous ne savons pas encore ce que va faire l'Écosse. Et donc je dis peut-être. Je pense que dans le contexte actuel, il serait utile que nous empruntions à nos voisins d'outre-Manche leur flegme. Si pour une fois, nous arrêtions de donner à penser que tout est noir ou blanc, vouloir faire croire à chaque fois qu'il y a une consultation de ce type que ce sera ou bien catastrophique ou bien merveilleux est une posture qui sera systématiquement démentie par les faits. L'Union européenne ne peut pas tout, n'est pas responsable de tout, et il existe des pays qui ne sont pas dans l'Union, ils ne sont pas en faillite, et nous commerçons avec eux, leur monnaie n'est pas nécessairement dévaluée. Aussi, je pense qu'il serait utile que nous examinions la situation avec sang-froid, dans une approche pragmatique. Ce sera d'ailleurs peut-être pour nous l'occasion de vérifier si le Royaume-Uni recevait plus que ce qu'il donnait. Cela devrait surtout nous conduire à réfléchir sur ce qui entraîne progressivement les pays européens à rejeter l'Europe d'aujourd'hui, celle qui est tatillonne, qui veut s'occuper de tout, de la fessée comme du contenu des cantines, qui est une machine à produire des normes, des contraintes administratives et qui, dans les faits, peuvent même générer entre les entreprises des États membres une concurrence déloyale liée à des divergences de transposition, d'interprétation, etc. Et si nous profitions de cette période pour redéfinir ce qui nous paraît essentiel, nous avons la monnaie unique, c'est très clairement un progrès et un avantage. Nous devions avoir une défense commune. Où est-elle? L'harmonisation fiscale devait aller de pair avec l'euro. Où en est-on? Où sont enfin les règles sociales harmonisées? On ne les voit guère dans l'espace intracommunautaire de dumping social sur le marché du travail. Moins d'Europe, mieux d'Europe, voilà ce qui devrait mobiliser nos forces. Redéfinir ce que nous devons mettre en commun est une urgence et ce n'est pas la fuite en avant qui va faire aimer l'Europe au peuple. Finalement, nous verrons bien si les Britanniques vont matérialiser juridiquement leur intention de sortir. Dans ce cas, il existe des règles, appliquons-les. Mais j'attire votre attention sur la nécessité de saisir l'occasion pour remettre à plat un certain nombre de dérives, sinon je crains que l'hémorragie se poursuive. Au fait, les Britanniques sortant, le français redeviendra-t-il la langue officielle de travail? La Banque centrale européenne, qui fonctionne pour sa part uniquement en anglais depuis sa création, va-t-elle pouvoir continuer à utiliser
la langue d'un pays hors Union. Je souhaitais, par ce trait qui pourrait relever de l'humour britannique, mettre en relief ce qu'il peut y avoir d'absurde dans notre façon d'organiser nos institutions en cultivant l'espoir que ce Brexit réveille les consciences. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est maintenant au président Jacques Mézard pour le groupe du Rassemblement démocratique social et européen. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Albion, une fois encore, a choisi le grand large. Comme au temps où le soleil ne se couchait jamais sur son empire, en se tournant vers l'océan, elle a sans doute déclenché une tempête, tant sur ses côtes que sur celles du continent. Mais la tempête, heureusement, se calme toujours. En premier lieu, respectons le vote des Anglais. C'est un peuple qui n'a pas de leçon de démocratie à recevoir. Disons-leur bon vent. Nos décisions consécutives à ce Brexit doivent être fermes, conformes aux intérêts de notre nation et de la sauvegarde de l'Europe, mais non vexatoires, à l'égard d'un peuple ami dont nous n'oublions pas que voici 100 ans des centaines de milliers de jeunes soldats tombés sur la Somme pour la liberté, cette liberté qu'a su si magnifiquement incarner 25 ans après Winston Churchill. Loin de sombrer dans le catastrophisme, faisons une analyse des raisons de ce choc qui ont amené un grand pays démocratique à mettre en jeu son unité territoriale, son développement économique, pour se réconforter avec lui-même ou se recroqueviller sur lui-même. Cette analyse faite, et nous y reviendrons, n'hésitons pas à rechercher les aspects éventuellement positifs de cette rupture. Attaché à la construction européenne, notre groupe l'est viscéralement. Comment oublierions-nous que Maurice Faure a signé au nom de la France le traité de Rome? Considérons tout d'abord que cet électrochoc a un côté positif, en ce qu'il met l'Union européenne au pied du mur, où elle modifie drastiquement son fonctionnement, où elle sombrera. Ne donnons pas aux Anglais en plus la satisfaction d'avoir à dire « nous avons eu la sagesse de quitter le navire avant son naufrage ». La sortie de l'Angleterre va modifier le centre de gravité européen, au niveau géopolitique. Moins d'atlantisme, moins de culte de la concurrence. La situation, mes chers collègues, impose des mesures rapides. En premier lieu, par rapport à l'Angleterre, elle ne saurait imposer son calendrier et jouer la montre. L'Angleterre est entrée à reculons dans l'Europe. Elle doit en sortir avec fair play. L'Angleterre ne peut avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. L'article 50 doit être appliqué avec comme objectif de conclure dans les 2 ans. Et dans ce laps de temps, il paraît opportun de régler la question des rabais sur rabais défavorables à la France. Mais aussi, mes chers collègues, de ramener la langue anglaise à son nouveau poids dans l'Europe, celui de l'Irlande et de Malte. Une évidence, les concessions faites à l'Angleterre pour qu'elle adhère et qu'elle reste ont été inutiles, voire néfastes. Cependant, ne jetons pas la pierre aux Anglais, c'est une responsabilité collective. Et rien ne dit qu'un référendum en France n'aurait pas la même issue. Mes chers collègues, l'Union européenne s'est coupée des citoyens européens par l'absence de responsabilité politique suffisante. La belle idée européenne pour construire une paix durable et le développement économique a été dévastée par ce qui est chaque jour vécu comme un pouvoir technocratique non démocratique, une machine à fabriquer des directives, le temple de la concurrence et de la finance à la sauce anglo-saxonne. Une technostructure, faisant du Conseil européen le secrétariat général de la Commission, ce qui est quand même un comble. La nature a horreur du vide, encore plus en politique. Nier l'immense déficit démocratique serait irresponsable. Les rejets populaires du traité constitutionnel de 2005, le non irlandais au traité de Lisbonne étaient des alertes rouges.
Mais le déni s'est poursuivi, et nous le payons tous aujourd'hui. Nous avons laissé se mettre en place une Europe trop technocratique, occupée à réglementer la taille des cages à palmipèdes gras, mais incapable de régler la dette autrement que par l'austérité, ou encore incapable de s'entendre rapidement sur les moyens de gérer les migrants. Nous avons laissé s'installer une Europe qui se passe de l'avis des parlements nationaux sur des dossiers aussi fondamentaux, par exemple, que celui de la négociation du traité transatlantique. Avant de donner des leçons aux autres, commençons par balayer devant notre porte, et, si j'ose dire, en procédure accélérée. Ce n'est pas un message subliminal. L'élection des députés européens en France est une palinodie, des circonscriptions artificielles, une machine à recycler les surplus des partis dominants et une tribune pour les anti-européens, des députés qui, malgré quelques heureuses exceptions, sont déconnectés des citoyens. Seconde urgence, notre Parlement, avec le concours du gouvernement, doit donner toute sa place aux affaires européennes, avec une vraie information systématique des parlementaires et de vrais débats préalables aux conseils européens. Troisième mesure simple, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les ministres, que le gouvernement, par le canal des préfectures, fasse passer chaque mois dans toutes les mairies une information systématique, synthétique, pratique sur les dossiers européens avec des interlocuteurs dédiés dans chaque département. Je pourrais décliner nombre d'autres propositions, mais j'insisterai sur l'impérieuse nécessité de rendre pour nos collectivités, nos agriculteurs, nos entreprises, les procédures de dossiers européens praticables pour tous ceux qui y ont recours. C'est l'usine à gaz, le comble de la bureaucratie, aggravée par la nôtre, qui est un modèle en la matière. Il est plus que temps de donner la main au Parlement, que des commissions spéciales soient créées en lien avec le gouvernement pour mettre à plat tous ces problèmes et tenter de les résoudre vite. Sur la question européenne, c'est en concertation avec le Parlement que l'exécutif doit élaborer une politique, car l'Europe se réformera ou se disloquera. Et disons-le, la campagne présidentielle ne va pas faciliter les choses pour résoudre l'équation. Oui à l'expression du peuple, mais non au populisme. Notre commission des finances et son rapporteur Albéric de Montgolfier ont rédigé un excellent rapport sur les conséquences du Brexit. Les impacts financiers et économiques sont réels, mais ne justifient pas une dramatisation excessive. Le risque, le débat sont d'abord politiques. Sur les institutions européennes, comment supporter le carcan d'une commission hyper technocratique qui ne devrait être que le secrétariat général du Conseil des ministres? Premier enjeu, redonner le pouvoir aux représentants du peuple. Débat sur la nécessité de recentrer les directives européennes sur les grands sujets et de ne plus accabler nos territoires de directives sur la couleur des oranges, les remorques des tracteurs, j'en passe, et des pires. Débat sur le nécessaire recentrage de l'action européenne sur un noyau dur, mais plus large que les 6 pays fondateurs. Une Europe à vitesse variable, ça existe déjà, nous l'avons avec l'euro. Donc c'est possible. Débat sur la logique qui existe pour les pays de l'euro de rechercher une harmonisation fiscale et sociale, sinon on voit bien que nous courons encore à des difficultés dramatiques. Débat sur la définition d'une stratégie économique. On a laissé la porte ouverte à tout vent au marché, sans même protéger la frontière européenne, tout en appliquant à nos entreprises des contraintes administratives absurdes. Débat sur une plus grande solidarité du noyau dur en matière d'immigration et de défense. La France peut-elle et doit-elle continuer à assumer quasiment seule les missions extérieures? Pour avancer sur tout cela, il faut une vraie volonté politique, dénuée de visions électoralistes, une volonté d'homme d'État. Sous la 4e République, après l'échec de la CED, nos gouvernements ont provoqué la conférence de Messine, au cours de laquelle les épures du traité de Rome furent posées. Oui, il faut une nouvelle conférence de Messine avec des propositions fortes. Mes chers collègues, à l'ère des grands empires qui se constituent ou se reconstituent, de la Chine
aux USA en passant par l'Inde, la Russie et d'autres. Le choix ne peut être au lâche délitement de l'Europe, qui entraînera aussi inexorablement le délitement des nations autour de régionalistes indépendantistes. C'est avec les nations qui fédèrent chacun de nos peuples et les rassurent que doit poursuivre et réussir l'Europe que nous voulons, celle d'un espace de liberté d'expression et de pensée, de création, de liberté de circuler, d'entreprendre, sans diktat ni de la finance ni de la bureaucratie. L'Europe ne doit pas être celle de la souffrance sociale, mais celle de la recherche, de l'innovation, des grands travaux. Cela, c'est une belle aventure. C'est le beau projet pour les générations qui viennent. Y renoncer serait indigne de notre histoire. Tout cela, il nous faut à tous de la volonté et de la confiance dans notre peuple. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant au président François Zocchetto pour le groupe UDI, Union centriste. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Le peuple britannique a décidé de quitter l'Union européenne 43 ans après l'avoir rejointe. C'est évidemment un choix crucial pour le Royaume-Uni, mais qui aura des conséquences lourdes pour ses 27 partenaires. Et puisque les peuples nous enjoignent à parler d'Europe sans langue de bois, disons-le clairement, c'est un choc. Ce fut un choc vendredi matin. Alors bien sûr, nous pourrions nous rassurer en constatant que le Royaume-Uni s'est toujours perçu à part, que son histoire, sa géographie justifiaient un traitement dérogatoire, un quasi-droit de veto sur les aspirations majoritaires de ses partenaires. Nous pourrions également nous demander si ces accommodements successifs n'ont pas engendré chez les Britanniques le sentiment qu'ils seraient dans leur droit de sortir de l'Europe le jour où ils estimeraient qu'ils n'en tireraient plus suffisamment d'avantages, portés ainsi par une logique utilitariste sans idéal. Mais l'heure n'est pas au regret, elle est au sursaut. L'histoire peut nous inciter à l'optimisme, mes chers collègues, car depuis 70 ans, l'Europe avance en surmontant des crises successives. Et nous pouvons faire du vote de jeudi dernier un électrochoc dont nous nous dirons dans 10 ans qu'il a servi à quelque chose. Là est notre responsabilité, celle des États membres et de la France en particulier. D'abord pour mettre en œuvre la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et ensuite pour relancer, je dirais plutôt en parallèle, pour relancer la construction européenne. La sortie, elle doit être rapide, sans ambiguïté, elle doit être menée sans ressentiment, sans complaisance. Sans ressentiment, car les électeurs britanniques ont exprimé ce que beaucoup de citoyens européens pensent. Nos concitoyens s'interrogent sur l'utilité de l'Union européenne. Ils considèrent souvent qu'elle est la cause de nombre de leurs difficultés et encore plus souvent qu'elle ne sert à rien. Nous devons être sans ressentiment également, car les dirigeants britanniques ne sont pas les seuls et ils ne sont pas les premiers à avoir instrumentalisé l'Europe pour des calculs parfois médiocres. Souvenons-nous de 2005. Ne négligeons pas notre capacité à incriminer l'Europe au quotidien en lieu et place de nos faiblesses, de nos lâchetés répétées. Sans ressentiment aussi, car n'oublions pas notre collègue Joe Cox, lâchement assassiné il y a quelques jours seulement. Sans ressentiment, mais sans complaisance, car les Britanniques ont fait un choix éclairé, après avoir été informés. Ils doivent assumer ce choix sans entraîner les 450 millions d'habitants des 27 autres pays dans la spirale de la dislocation. Ça signifie deux choses. D'abord, les négociations de sortie doivent s'engager sans délai dès ce mois de juillet, car ce n'est pas, cela a déjà été dit, ce n'est pas à celui qui a décidé unilatéralement de partir de dicter également son agenda. Les Britanniques doivent désigner, c'est leur question, doivent désigner un Premier ministre qui sera en légitimité de conduire ces négociations. Les négociations doivent être rapides, 2 ans paraît un délai maximum. Tout cela signifie également qu'il ne peut pas y avoir d'ambiguïté sur l'issue des négociations. L'objectif n'est plus de ménager la chèvre et le chou, d'espérer trouver un compromis
qui permettrait aux Britanniques de conserver l'essentiel des avantages d'un pays membre, tout en échappant aux obligations et aux contraintes d'une démarche collective. Nous paierons tous un prix à ne plus être que 27, les Britanniques et nous-mêmes. Ça ne nous empêchera pas d'être intelligents, de trouver des formules conciliables à nos intérêts respectifs, et disons-le, ce sont les intérêts de l'Union européenne à 27 qui doivent être défendus sans état d'âme dans cette négociation. Je le dis car si nous n'avons pas cette franchise, si nous ne sommes pas guidés par cette règle, si nous ne sommes pas clairs et fermes, nous courons le risque d'un délitement de l'Union européenne. Tous les populistes vont s'engouffrer dans la brèche en affirmant à des opinions abusées que les dommages finalement d'une sortie de l'Europe sont minimes et qu'après tout, on pourrait essayer. Il nous faut tuer l'œuf. Il nous faut tuer dans l'œuf cette perspective qui n'est pas seulement théorique et qui s'approche dans de nombreux pays. Suite au Brexit, aucun doute ne doit être possible. La sortie du Royaume-Uni ne peut pas être un précédent suivi d'autres situations comparables. La construction européenne, pour nous, centristes, n'est pas réversible. Et l'Union n'est pas un aimable club dans lequel on pourrait rentrer puis sortir à sa guise. L'Union européenne est un processus qui est destiné à aller plus loin, là et quand elle est utile au peuple. Monsieur le ministre, face à l'immensité de la tâche, je vous propose d'associer les parlementaires français, qu'ils soient nationaux ou européens, à vos travaux. Et nous pensons qu'il serait pertinent de créer très vite un comité de suivi transpartisan avec lequel le gouvernement pourra dialoguer. Plus vous serez transparent, plus vous serez à l'écoute, plus nous pourrons soutenir la position française. La relance de l'idéal européen doit être menée simultanément. Je parlerai même, plutôt que de relance, de renaissance, car l'Europe se trouve dans une situation critique. Elle est désormais privée de soutien populaire. Elle ne sait plus démontrer que nos situations individuelles seraient bien plus fragiles sans elle. Nous devons donc réviser les principes de notre association. La famille politique que je représente ici a la chance d'être unie sur la question de la construction européenne. Nous avons la conviction que les citoyens seront mieux protégés dans l'Union européenne, à condition que celle-ci soit plus forte, plus intégrée et surtout plus tournée vers ses habitants. Bien sûr, et malheureusement, l'option d'une sortie de crise par le haut, c'est-à-dire vers plus de fédéralisme, n'est aujourd'hui pas audible par nos concitoyens, tant la défiance envers le projet européen s'est installée. En conséquence, nous devons passer par une étape intermédiaire qui consiste à recréer ce que j'appellerais une envie d'Europe, qui n'existe plus aujourd'hui chez bon nombre de nos concitoyens. Le politique doit à nouveau primer dans le processus de décision européen. Il doit supplanter la technostructure, mais qui n'est que le reflet de nous-mêmes, quand bien même cette technostructure est la mieux intentionnée. Pour cela, nous devons changer la gouvernance de l'Europe. Les députés que nous envoyons à Strasbourg doivent être les meilleurs. Oui. Nos ministres doivent être à Bruxelles lorsque les décisions qui impactent la vie des gens se prennent. Sur le plan des symboles qui crispent, nous ne pouvons pas continuer à laisser la Commission imposer la rigueur à tous, sauf à elle-même. Il nous faut surtout revenir aux fondamentaux de l'équilibre entre l'Union européenne et les États membres. La subsidiarité dont on parle tant doit être redéfinie et elle doit enfin prévaloir. Au stade auquel nous en sommes, l'Europe doit se mobiliser sur quelques enjeux essentiels. La sécurité, intérieure et extérieure, la politique migratoire, l'harmonisation des politiques fiscales, sociales et environnementales, l'identification de projets industriels cruciaux qui prévalent sur le dogme du libre-échange absolu et sur la priorité qui a été trop donnée au monde de la finance. Et le départ des Britanniques constitue à cet égard une réelle opportunité pour nous. Pour le reste,
Laissons vivre nos spécificités. Laissons prospérer les initiatives sans immédiatement les traduire en normes, comme nous le faisons depuis trop longtemps. L'Europe doit incarner des relations fortes, utiles aux citoyens, qui parlent à nos concitoyens. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est à notre collègue Pierre Laurent pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, avec le résultat du référendum britannique qui a donné la victoire aux partisans du Brexit, un grand peuple européen vient de décider de quitter l'Union européenne. C'est un terrible échec pour l'Union européenne. Ce résultat intervient au terme d'une année de surenchère libérale et xénophobe, orchestrée par les classes dirigeantes de la droite britannique qui ont voulu ce référendum, de David Cameron à Nigel Farage, en passant par Boris Johnson. Mais surtout, ce résultat signe la faillite du projet libéral et austéritaire européen, entièrement tourné vers la mise en concurrence. Ce projet que la plupart d'entre vous ont soutenu, parce que vous aviez raison, Monsieur Raffarin, les responsabilités sont ici. Ce projet que vous avez tous largement soutenu divise et conduit à la dislocation. Il est incapable d'unir les peuples européens vers un destin commun fait de paix, de justice et de progrès social partagé. Ce vote est un désaveu cinglant pour tous ceux qui, depuis des années, ont poussé les feux d'une construction libérale de l'Union européenne sans jamais écouter les alertes successives venues des peuples européens, à commencer par le nôtre. La dernière décennie est jalonnée de déni démocratique. Le sort réservé au référendum de 2005, qu'ici nombre d'entre vous ont méprisé, ou au vote des Grecs en 2015. D'ailleurs, les Grecs ne demandaient pas seulement à rester dans l'Europe, ils demandaient à échapper à des politiques d'austérité qui leur sont toujours aujourd'hui imposées. Eh bien, ces dénis démocratiques successifs, voilà le résultat. La première leçon est donc claire. Respecter les peuples, leur vote est la seule méthode pour construire une union de solidarité dont chacun voudra rester pour coopérer. Il est grand temps de l'entendre si nous ne voulons pas voir l'Europe continuer à sombrer dans le fracas des guerres économiques où les morts s'appellent chômeurs, précaires et migrants. Le projet austéritaire européen imposé au peuple depuis le traité de Lisbonne et la crise du capitalisme financier de 2008 doit être stoppé. Le temps est venu, oui, le temps est venu d'une refondation progressiste de l'Europe, tournée vers le progrès social. Et il faut d'urgence mettre le cap vers la sortie de l'austérité. Toute tentation de tergiverser avec cette exigence devient aujourd'hui pure folie. Elle laissera une place grandissante à toutes les dérives racistes et xénophobes qui défigurent déjà largement l'Europe. Elle laissera la place à toutes les rivalités nationalistes et leur cortège de conflits, de tensions et de guerres. Les premières déclarations entendues, il faut le dire, ne nous rassurent pas. Les dirigeants européens vont-ils chercher une nouvelle fois à fuir leurs responsabilités et à faire payer au peuple du Royaume-Uni la faillite de leurs dirigeants pour ensuite continuer comme avant? Nous vous le disons, il faut arrêter de jouer avec le feu. Le choix souverain du peuple britannique doit être respecté, sans chantage, sans menace de représailles, et les négociations du Brexit menées avec responsabilité, d'autant que manifestement, soit dit entre nous, personne, pas plus les dirigeants britanniques qui ont poussé à cela que les autres, ne semblent réellement préparés, et il ne suffira pas d'invoquer l'article 50 pour régler tous les problèmes. Ce n'est pas la finance, c'est cela dont nous devrions débattre, qui doit être une nouvelle fois protégée comme en 2008, mais tous ceux qui font les richesses des nations, les travailleurs, les citoyens et les migrants. Le Royaume-Uni est un de nos grands voisins, anglais, gallois, écossais, tous doivent être écoutés, comme doivent l'être les Irlandais dont l'avenir commun est à nouveau interpellé
par cette situation inédite. Nous vous proposons qu'une commission spéciale parlementaire, commune aux deux assemblées, en présence de tous les groupes, soit créée sur le suivi du Brexit, afin que toutes les décisions prises le soient en toute transparence et sous contrôle du Parlement pour tout ce qui engagera la France. Mais je l'ai dit, l'essentiel, c'est l'engagement déterminé de la France dans la bataille de la refondation progressiste de l'Europe. Le temps est venu d'avancer vers une nouvelle union refondée, union de peuples et de nations libres, souverains et associés, tournés vers le progrès humain et la justice sociale, débarrassés de l'emprise prédatrice de la finance. Cette nouvelle union solidaire et coopérative impliquera par étapes des nouveaux traités. Ils doivent être construits sous le contrôle des peuples européens, avec de nouvelles procédures démocratiques, en respectant la souveraineté de tous. L'Europe autoritaire, c'est fini, il serait temps de le comprendre. La France doit être à l'initiative d'un immense débat public national et européen d'une ampleur inédite. Et nous faisons deux propositions. Qu'à l'échelle européenne, la France propose le lancement d'états généraux de la refondation progressiste européenne, en commençant par mobiliser les gouvernements, les forces politiques, sociales et citoyennes disponibles, et elles sont nombreuses. Paris pourrait être rapidement le lieu d'une première grande conférence citoyenne européenne. En France, nous proposons de mettre en place une instance inédite, une conférence citoyenne permanente, chargée de construire ce nouveau projet européen et le mandat de la France en Europe. Oui, ça va vous changer, ça va vous changer. Elle pourrait associer cette conférence citoyenne des représentants de toutes les forces politiques, des parlementaires et des élus locaux de tout niveau et de toute sensibilité, tous les syndicats, les ONG et le monde associatif. Toutes les décisions qui engagent la France au plan européen doivent être désormais soumises au Parlement et associer cette conférence citoyenne. Les propositions pour un nouveau traité pourraient être soumises à référendum le moment venu. Sans attendre, des décisions doivent être prises pour stopper le train fou de l'Europe libérale et du dumping social, cette Europe des traités autoritaires et imposés qui jette les peuples et les travailleurs les uns contre les autres en Europe. Nous faisons des propositions précises. 3 immédiates contre le dumping social. La France ne doit pas ratifier les traités de libre-échange, TAFTA, CETA et TISA. Elle doit exiger la reconnaissance du caractère mixte de ces accords, donc l'obligation d'un vote conjoint au Parlement européen et dans chaque Parlement national. Cela vaut tout de suite pour le CETA, puisque, je le rappelle, la Commission européenne envisage début juillet la non-reconnaissance du caractère mixte de ce traité. Aucune signature de la France ne doit être engagée sans le Parlement. Et nous attendons sur ce point des réponses précises. La France doit suspendre l'adoption et la mise en œuvre dans notre législation des recommandations européennes de déréglementation sociale, à commencer par la loi travail. À la droite et au gouvernement, je pose la question, après avoir versé cet après-midi des larmes de crocodile sur le Brexit, allez-vous adopter tout de suite après, vous la droite au Sénat, et vous le gouvernement à l'Assemblée nationale, grâce au déni démocratique du 49.3, cette loi qui va contribuer à généraliser le dumping social? Aux uns et aux autres, après ce qui vient de se passer dimanche dernier, je le dis, c'est socialement irresponsable et politiquement, ce serait un nouvel acte de mépris à l'égard de notre peuple. Ici, comme au Royaume-Uni, la fracture n'est pas seulement sociale, elle est politique et démocratique. Enfin, la France doit renforcer son engagement pour exiger une renégociation immédiate de la directive sur le travail détaché et adopter ici en France les mesures pour stopper son usage scandaleux contre le droit du travail. Nous vous proposons aussi des décisions fortes pour sortir de l'austérité. Puisque nous allons entrer dans la discussion budgétaire, la France doit demander la renégociation immédiate du traité budgétaire.
et déclaré qu'elle ne veut plus encadrer son soutien aux services publics, à l'investissement public et aux collectivités locales par les critères idiots et contre-productifs du pacte de stabilité. Pour financer ces dépenses, la France doit proposer la création d'un fonds européen alimenté par les 80 milliards d'euros qu'injecte chaque mois la Banque centrale européenne à fonds perdu pour l'emploi dans les marchés financiers. L'argent doit aller à l'emploi et non plus aux banques et aux dividendes. Enfin, la France doit agir sans tarder pour une conférence européenne sur la dette qui continue d'étrangler tous les budgets de nos nations et un plan de lutte drastique contre l'évasion fiscale et le dumping fiscal. Voilà, mes chers collègues, ce que nous proposons, en un mot et un seul, face à la faillite de votre projet européen, assez de mots, des actes. Merci. La parole est au président Bruno Retailleau. Mais pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les présidents, cher Jean-Pierre Raffarin, cher Jean Bizet. Les Anglais ont dit non et le Brexit est d'abord une double amputation. Une amputation, bien sûr, pour l'Europe parce que le Royaume-Uni est une grande nation. Celle de la Magna Carta, celle du parlementarisme, celle qui a mêlé son sang à plusieurs reprises au siècle dernier au sang de notre nation. Un pays qui, sans doute, est le seul avec la France à avoir un regard global, stratégique sur le monde entier. Un pays qui a une armée, qui a une volonté de défense. C'est donc une amputation pour l'Europe tout entière. C'est aussi sans doute, et peut-être une amputation aussi, pour nos amis anglais, avec ce risque d'un royaume désuni. Vous l'avez dit, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, le Brexit doit être un choc et même un électrochoc. C'est une évidence. Pas pour punir nos amis anglais. Parce qu'on ne punit pas, mes chers collègues, un peuple sous prétexte que son vote ne nous convient pas. Chaque résultat, Monsieur Hérault, vous le savez, de référendum, nous devons les respecter, évidemment. Un électrochoc, bien sûr, parce que ce risque existe. Et vous savez, Douvres ne sera jamais toujours qu'à 35 km de Calais. Mais un électrochoc pour l'Europe, parce que je pense que c'est la dernière chance. C'est une deuxième chance, mais il n'y aura pas de troisième chance. C'est ou la refondation, mes chers collègues, ou bien la dislocation. Et n'imaginez pas un seul instant que le résultat britannique serait l'expression d'un particularisme insulaire. L'euroscepticisme nous concerne. L'Institut de sondage européen vient il y a quelques semaines simplement de faire une dernière étude sur cet euroscepticisme. Le peuple français est, après le peuple grec, un des peuples où l'euroscepticisme a le plus progressé. Ces résultats doivent nous interroger, évidemment, et doivent contribuer à reformuler, à refonder une Europe, c'est-à-dire à redonner du sens pour nos concitoyens, pour les peuples européens, pour nos nations européennes, redonner du sens au projet européen. Redonner du sens au projet européen, c'est redonner à l'Europe son histoire, sa géographie et une ambition. D'abord son histoire. Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, le nouveau théoricien du djihad, M. Abou Mossab al-Saouri, avait diagnostiqué que l'Europe était sans doute le ventre mou de l'Occident. Eh bien, l'Europe ne doit pas être le continent de la désidentification. L'Europe doit conserver son identité. L'Europe ne peut pas donner à chaque peuple le regret d'être lui-même. Vous avez dit à peu près la même phrase, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Je pense que ce qu'attendent nos concitoyens et nos peuples, c'est la reconnaissance de ces identités. Cette identité qui puise à plusieurs sources. Athènes, bien sûr, Rome, Jérusalem, les Lumières, avec la Renaissance.
ces sources, ces valeurs qui ont défini, qui ont dessiné une conception de l'homme, la lettre aux Galates, une égale dignité ontologique, une conception de l'homme, une conception d'être au monde aussi, qui fait notre civilisation. Et bien sûr, on a tenté, dans les décennies précédentes, de construire l'Europe par le commerce. Ça n'a pas marché. Par le marché, ça n'a pas marché non plus, ni par le droit. Jürgen Habermas, que vous connaissez, philosophe allemand, avait parlé de patriotisme constitutionnel. Mais on doit faire l'Europe aussi par la civilisation. Ce doit être un projet de civilisation. L'Europe avec son histoire, l'Europe avec sa géographie. Ce qui définit une communauté politique, c'est un territoire. Il n'y a aucune communauté politique au monde sans territoire, c'est-à-dire sans limite, sans frontières. Des frontières qui disent ce que nous sommes, des frontières qui disent ce que nous ne sommes pas, et vous savez parfaitement les uns les autres que les critères de Copenhague n'ont jamais projeté sur la carte les limites de ce territoire. Il faut bien autre chose, évidemment, la carte et le territoire, comme aurait pu écrire Houellebecq. Mais ce que je veux dire, c'est que cette notion de géographie doit nous inspirer un certain nombre de réflexes. La Turquie n'est pas européenne. Le général de Gaulle voulait une Europe européenne. La Turquie est pour 5% de son territoire en Europe. Nous devons cette clarification aussi bien aux Européens et nous la devons aussi à nos amis turcs, à ce grand peuple turc. En même temps, je le dis. Et il faut stabiliser nos frontières. Bien évidemment, de la Baltique à la mer Égée, les frontières ne doivent plus évoluer. Il faut dire stop à l'élargissement, parce que cette incertitude géographique a trop longtemps été pour l'Europe le symbole, le signe d'une indéfinition de son propre projet politique. Une Europe avec son histoire, une Europe avec sa géographie, une Europe aussi avec une nouvelle ambition, en partant d'un diagnostic. Si l'on n'accepte pas de diagnostic, nous n'aurons pas de bons remèdes, avec un paradoxe, qui est un paradoxe cruel. Quel est-il, ce paradoxe, mes chers collègues? Jamais dans leur histoire, les peuples européens n'auront partagé une telle proximité. Et jamais dans son histoire, l'Union européenne n'aura été aussi proche du délitement. Quelle est l'origine de ce paradoxe? J'en avance une cause. Il y a eu une obsession, cette obsession de délégitimer les États-nations, en ne proposant comme substitut finalement qu'une construction sophistiquée où on a essayé de créer à tout prix un État hyper centralisé, un État de nature supranationale. Pourquoi ne pas le reconnaître? Mais ce type d'État ne peut être obtenu qu'avec une discipline de fer, avec toujours plus de production de normes et de contraintes, et évidemment en tenant les peuples à l'écart de cette construction. Les peuples ont eu le sentiment d'une dépossession. Eh bien, je fais mienne ce qu'a dit le Premier ministre dimanche à Belleville-sur-Mer lorsqu'il a eu ces mots: l'Europe ne peut pas faire disparaître les États souverains. Aujourd'hui, le défi que nous devons relever, c'est remettre les souverainetés nationales, les démocraties nationales au cœur de l'Europe, au cœur du processus, pour que les peuples puissent se réapproprier cette belle idée européenne dont nous avons besoin, plus qu'hier, et sans doute encore plus demain. Pour le faire, il faut tirer les conséquences. La première conséquence en termes d'architecture. L'architecture, c'est remettre nos démocraties nationales. Ça signifie que le droit européen ne doit pas être supérieur à la règle suprême que se sont donnés les peuples, les constitutions nationales. Ça signifie que la Cour de justice ne doit pas se prendre pour une Cour suprême. Ça signifie que, et je reprends les termes de notre président, qu'il faut remettre dans le processus de décision les parlements nationaux pour avoir un continuum démocratique. Il y a les procédures de carton orange ou jaune, ça n'est pas suffisant. Il faudra des procédures d'un carton vert pour limiter l'initiative de la Commission, pour que les parlements puissent se réapproprier cette initiative législative. Il faudra sans doute aussi un carton rouge pour avoir aussi une limite à opposer, une sorte de droit de veto, bien sûr. Et puis se réapproprier en même temps l'Europe que nous voulons, c'est-à-dire une Europe que nous allons construire
Non pas comme elle a été construite, parce qu'elle a été construite à juste titre, pour mettre fin à des luttes fratricides. Elle a été construite finalement pour nous protéger de nous-mêmes. Or, aujourd'hui, le défi que nous devons relever, c'est une Europe que nous devons construire pour affronter les défis qui viennent de l'extérieur. Et il faut répondre à 3 défis. D'abord, évidemment, protéger nos emplois, protéger notre économie, avec bien sûr une stratégie offensive d'investissement, notamment dans la recherche, dans le numérique, dans l'énergie aussi, mais défensive parce que quand on a fait du dogme de la concurrence nos fossés ou du libre-échange à tout vent, les horizons indépassables, c'était des naïvetés coupables, mes chers collègues. Souvenez-vous de Péchinet et d'Alcan, et ce n'est pas la première fois que je l'ai dit ici, mes chers collègues, à cette tribune. Oui, cher Jean Bizet, il faudra un European Buy Act. Oui, il faut réintroduire le principe de réciprocité. Oui, il nous faudra nous appuyer sur une véritable préférence européenne, parce que sinon, nos peuples refuseront l'Europe que nous voudrions construire. Une protection économique, une protection en matière de défense. La défense restera une affaire nationale, mais nous devons approfondir les coopérations industrielles et en même temps budgétaires. Il n'est pas normal que la France porte le fardeau de la défense européenne. Il faut bien entendu la partager. Et enfin, les frontières doivent être défendues. Schengen a échoué. Il faut refonder Schengen. Frontex doit devenir une véritable agence avec des gardes-côtes, des gardes-frontières. Sinon, nous ne répondrons pas à la crise migratoire. Regardons la réalité en face, mes chers collègues. Et puis, bien entendu, il faudra une Europe différenciée avec l'euro. L'euro, sans doute, il faudra une gouvernance aussi renforcée. Une Europe différenciée avec l'euro. Mais l'avenir de l'euro, ce n'est pas tellement un gouvernement de l'euro. C'est d'abord que chaque pays s'en saisisse. Et l'avenir de l'euro, c'est la capacité aussi de la France à tenir ses engagements, comme chaque pays à tenir ses engagements, bien évidemment. Pour terminer, je voudrais dire, et pour conclure, en écoutant tout à l'heure Jean-Pierre Raffarin qui parlait de l'Europe mortelle, Paul Valéry, au soir de la Première Guerre mondiale, avait prédit que la civilisation était mortelle. Eh bien oui, nous savons désormais aussi que l'Europe peut être mortelle. Et il faut réagir. Le monde aujourd'hui, ce monde menaçant, ce monde dangereux, exige de nous, dans ces transformations, il exige une Europe forte, dressée devant les défis. Eh bien, mes chers collègues, l'Europe que nous devons faire, qui est d'un cadre naturel de notre action collective, c'est l'Europe des peuples, c'est l'Europe des nations. Et alors, nous retrouverons le fil de la confiance. Et alors, l'idéal européen brillera à nouveau sur notre continent. Merci. Mesdames, Messieurs les sénateurs, je crois qu'il faut aussi le rappeler que le Parlement a des pouvoirs et qu'il n'exerce pas toujours. Vous avez, Monsieur Retailleau, évoqué le carton jaune. Mais vous savez que le Parlement peut parfaitement se saisir de projets de directives européennes et dire si ces directives sont conformes au principe de subsidiarité. Donc le Parlement a des pouvoirs et des droits, il doit pouvoir les utiliser. Et puis il y a une autre chose que j'ai entendue de la part de M. Raffarin, mais d'autres orateurs l'ont dit aussi, sur les bancs de la droite et de la gauche et du centre, c'est qu'on ne peut pas faire de l'Europe le bouc émissaire de toutes les décisions que nous prenons. Il est parfois facile, lorsqu'une décision est impopulaire, de dire c'est l'Europe qui nous l'impose. Je dis à M. Laurent, ce n'est pas l'Europe qui impose de faire telle ou telle réforme, c'est la France, c'est chaque pays qui décide de légiférer sur son droit du travail s'il le souhaite, de réformer ses retraites s'il le souhaite, mais n'allons pas chercher toujours la responsabilité ailleurs, assumons nos propres responsabilités, ce qui n'empêche pas après le débat démocratique d'avoir lieu dans nos instances, dans notre Parlement, dans la société française. Mais je crois que si on tient ce discours, il y a un danger, c'est de faire porter à l'Europe toutes les responsabilités des problèmes que les Français connaissent, et ça fait monter l'euroscepticisme, et à mon avis, ce n'est pas rendre service à l'Europe. Je voulais simplement vous faire part de ce sentiment. Mais au-delà de ça, je crois qu'il y a deux sujets, en fait, deux questions qui sont devant nous. Je sais que j'ai peu de temps, Monsieur le Président, donc je vais être très court. Il y a deux sujets qui sont devant nous, essentiels. C'est comment gérons-nous la situation de crise dans laquelle nous nous trouvons après le vote du peuple britannique? Que faisons-nous? Que fait l'Europe? Je crois que plus l'incertitude demeurera, plus la confusion s'installera et plus le peuple britannique, comme les peuples européens, seront pénalisés. Les conséquences financières, nous les voyons déjà. Mais les conséquences économiques
Certains parlent déjà d'aubaine, mais attendez, avant de parler d'aubaine, quelles seront les conséquences pour la croissance? Pas seulement en Grande-Bretagne, mais aussi en France, en Europe. Et de tous mes échanges, de tous mes contacts que j'ai eus depuis vendredi matin, c'est clair que tout le monde est angoissé à cette idée. Et que la nécessité que les 27 qui vont avoir à discuter et à négocier avec la Grande-Bretagne soient unis et restent unis pour garder l'essentiel, alors je peux vous dire que ça traverse l'esprit de tous et qu'il faut y travailler. Donc à la fois, il est important qu'il y ait des concertations, et en particulier entre la France et l'Allemagne, avec évidemment d'autres pays, ce n'est pas exclusif, mais il faut aussi préserver cette unité à 27 qui pourrait aujourd'hui être fragilisée. Donc laisser durer les choses, comme certains le préconisent, dans la relation avec la Grande-Bretagne après le vote populaire de jeudi, c'est prendre une lourde responsabilité avec des conséquences financières, économiques et politiques, à la fois pour l'Europe en tant que projet et en tant qu'avenir, mais aussi pour la Grande-Bretagne elle-même. Et donc c'est vrai qu'on ne peut pas être indifférent au débat public qui se passe en Grande-Bretagne. Ce n'est pas faire de l'ingérence, c'est constater deux choses. C'est que ce référendum n'a pas été organisé pour une autre raison que pour régler un problème interne à une formation politique, et c'est d'avoir pris une très lourde responsabilité d'avoir mis le Royaume-Uni dans cette difficulté, mais l'Europe aussi. Alors, le vote a eu lieu, donc il ne s'agit pas de le contester. On voit ici ou là des gens qui disent qu'il n'y a qu'à recommencer, mais on va pas. Ça a déjà eu lieu, c'est insultant. C'est insultant pour les peuples, c'est insultant pour la démocratie. Donc, respect du vote populaire britannique, oui, ça doit être la position de l'Union européenne et donc la nôtre. Mais c'est aussi, de la part des Britanniques, le respect de ce que nous sommes et le respect de ce que nous voulons faire ensemble. Donc plutôt l'article 50, qui ne règle pas tout, mais qui est le seul cadre légal auquel nous devons nous référer, où nous pouvons nous référer, plutôt il aura été mis en œuvre, mieux ça sera dans l'intérêt de tous. Et il ne s'agit pas de punir, Monsieur Laurent. Pourquoi punir? Le peuple a décidé, mais il s'agit d'assumer, de respecter ce qui a été voulu, c'est-à-dire la sortie de l'Union européenne. Et donc cette sortie de l'Union européenne, une fois l'article 50 engagé, alors il faudra l'organiser de façon maîtrisée, responsable, sérieuse, honnête, mais effectivement demain, dans le cadre de cet article du traité, eh bien la Grande-Bretagne devient un pays tiers. Mais entre un pays tiers et l'Union européenne, eh bien il y a des relations à construire, des relations économiques, des relations commerciales, des relations financières, mais avec des règles qui ne sont pas les mêmes que celles de l'appartenance. Et la question de la libre circulation des personnes, c'était justement ce qui était contesté par les partisans du Brexit. Donc il faut bien aller jusqu'au bout de la logique. Et pourquoi il faut aussi aller vite? Et là, je suis surpris de l'attitude de certains dirigeants et qui ont porté la campagne du Brexit. Ils n'ont rien prévu, ils n'ont rien proposé, ils n'ont rien préparé en prenant ce risque d'entraîner le peuple britannique et en disant des choses inexactes. Je pense à ce dirigeant d'un parti nationaliste et populiste dont on a le correspondant en France, M. Farage, qui avoue qu'il a menti le lendemain de l'élection lorsqu'il dit aux électeurs britanniques « Vous savez, si nous sortons de l'Europe, alors nous n'aurons plus à payer la cotisation que nous payons à l'Union européenne. Et avec cet argent, nous pourrons l'investir dans les hôpitaux. » Et là, des électeurs se sont retrouvés comme groggy lorsque M. Farage a dit « Oui, mais enfin, ce n'est pas tout à fait exact. Lorsqu'il y aura un accord, et il faudra qu'il y en ait un entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne, il y aura quand même un financement que nous devrons assurer. Le montant, c'est la négociation, mais en tout cas, ce qui avait été dit était faux et les électeurs ont été trompés. Mais peut-être, mais maintenant le vote est là. Alors il faut aller jusqu'au bout de cette logique et le faire de façon responsable et respectueuse. Et c'est donc l'importance de cette décision qui sera prise demain et après-demain, la cohésion, la solidarité et le respect entre les 27. La deuxième question, vous l'avez tous évoquée fortement, c'est quel avenir pour l'Union européenne? Les arguments ont été dits et je ne les reprends pas, je les ai moi-même rapportés dans l'intervention liminaire. Je crois qu'en effet, dans ce nouveau monde dans lequel nous sommes entrés déjà depuis longtemps et qui se dessine de plus en plus comme un changement profond et qui trouble les peuples, qui les angoisse, qui les inquiète, qui est celui de cette nouvelle donne globalisée, où les modèles de société, les modes de vie peuvent être mis en péril. Qu'allons-nous devenir
vont devenir nos emplois? Quel avenir pour la jeunesse, mais aussi nos modèles sociaux, nos modes de vie et de culture? C'est ça qui est en jeu, qui angoisse les peuples. Et pour autant, de grandes puissances, de grandes forces s'organisent. La Chine, l'Inde et les États-Unis qui demeurent comme la grande puissance mondiale. Mais la Russie qui veut redevenir aussi cette puissance. L'Afrique qui, devant nous, avant d'être une grande puissance, est un défi qui est celui de sa sécurité et de son développement. Qui peut répondre à ça? Qui peut répondre en apportant au peuple européen la conviction qu'ils vont pouvoir avoir un avenir dans ce monde globalisé et incertain, et en même temps qu'on leur assure leur sécurité à l'intérieur des frontières, leur sécurité à l'extérieur des frontières et en même temps la protection d'un certain mode de vie. Si nous ne voulons pas, si nous voulons laisser tomber les peuples européens, alors nous pourrons défendre la cause qui est seulement le retour aux frontières et aux seules nations. Mais si nous voulons les défendre et les entraîner avec vous, avec nous, alors il faudra revenir à l'esprit des pères fondateurs et pas dénigrer ce qui a été fait depuis 60 ans et que nous allons commémorer l'année prochaine, mais dont il faut se servir comme levier pour retrouver la source, pour retrouver le sens, pour retrouver la force. Eh bien, c'est ce que nous avons à faire maintenant, ensemble. Et donc ça se prépare, ça ne s'improvise pas par des slogans. Voilà, mesdames et messieurs les sénateurs, ce que je voulais vous dire. En quelque sorte, le travail sur ces deux sujets commence. Mais faisons-le en responsabilité. Et plus nous le ferons en responsabilité et en sincérité, plus nous serons respectés par les citoyens et les citoyennes européens qui aujourd'hui sont inquiets et angoissés. Je rencontrais hier, je l'ai dit, les pays de Visegrad. Et il y avait là parmi eux le ministre des Affaires étrangères de Slovaquie, qui, vendredi prochain, 1er juillet, avec son pays, va présider l'Union européenne pendant 6 mois. Je peux vous dire qu'il avait la gravité dans ses propos, le poids sur ses épaules, car il sent qu'il va se jouer quelque chose d'essentiel. Mais en même temps, même si nous avons des différences et des divergences, je me suis rendu à Varsovie et je m'en suis rendu compte. Il y a quand même quelque chose que nous avons en commun et qu'il faut sans cesse rappeler. C'est qu'après l'appel de Schuman en 1950, dont le portrait est présent dans le salon de l'horloge du Quai d'Orsay et que je croise chaque jour, il y a eu là un acte historique qui a permis d'entraîner l'Allemagne dans ce début de construction européenne pour enfin mettre fin à la guerre. C'était la communauté européenne du charbon et de l'acier. Après, il y a eu d'autres tentatives. Il y a eu la CED qui a échoué. Il y a eu la conférence de Messine, c'est vrai. Il y a eu le traité de Rome. Maurice Faure a été cité par Jacques Mézard tout à l'heure et il avait raison. Mais il y a eu aussi cette étape extraordinaire que les peuples concernés n'oublient pas. C'est que c'est l'Europe qui a permis à ces peuples, l'Espagne de sortir du franquisme, au Portugal de sortir de la dictature de Salazar et aux Grecs de sortir de la dictature des colonels. Et qu'ensuite, après la chute du mur de Berlin et la réunification de l'Allemagne, c'est tous ces pays qui ont été pendant si longtemps sous le joug de la dictature soviétique, qu'ils soient d'Europe centrale ou qu'ils soient d'Europe de l'Est, ils voient aujourd'hui dans l'Europe, même si parfois, encore une fois, nous pouvons les critiquer sur certaines de leurs positions, ils voient dans l'Europe la liberté, la démocratie, la paix. Alors c'est à nous, avec eux, de construire la suite de l'histoire européenne. C'est notre responsabilité. Nous le devons aux Françaises et aux Français et aux citoyennes et aux citoyens européens. Et d'abord, mesdames et messieurs les sénateurs, à la jeunesse. Merci. Merci. Merci, monsieur le ministre. Voilà, vous avez donc pu suivre les débats au Sénat au lendemain de l'annonce du référendum britannique. Un choc qui bouleverse les fondements même du projet européen. Vous pouvez revoir bien sûr ce programme sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne suite de programmes sur notre antenne.